Bonjour Jean, écoute, merci beaucoup d'être à nouveau parmi nous. Tu avais déjà fait une intervention l'année dernière dont on avait beaucoup apprécié le contenu. Et donc, tu vas poursuivre un petit peu ce travail sur le thème quelques réflexions autour de la crise historique de la démocratie et du politique, ce qui rejoint complètement le thème que nous avions prévu de travailler ensemble et que nous avons commencé à travailler avant ton intervention. Donc, à toi Jean. Oui, écoutez, merci à toi aussi, à vous. Oui, effectivement, je suis parti du champ qui a été proposé, hein, et je suis parti euh, de ces 4 mots: démocratie. Alors, je vais décliner ce mot essentiellement sous la forme: y a-t-il une crise démocratique? Bien sûr, il y a une crise démocratique, mais de quelle nature elle est? République, que je vais intégrer dans mon propos, lutte de classe. Et puis, ce qui est un petit peu la synthèse de tout ça, je parlerai de la crise du politique, qui me semble être au centre des enjeux. Donc voilà, autour de ces thèmes-là, et donc effectivement, j'ai intitulé ça quelques réflexions. Alors bon, j'ai préparé cette intervention assez rapidement. Donc il y a quelques points qui mériteraient d'être mieux développés. Et puis surtout, la dernière partie est très, très conjecturale. Donc vous verrez que je développe quelque chose de relativement nouveau. Enfin, d'une certaine façon, c'est quelque chose que j'ai rarement entendu. Donc je développerai ce point à la fin, mais qui est vraiment une conjecture. Donc, je commencerai par le fait que, étant fils de communiste et petit-fils de communiste, donc j'ai toujours entendu dire qu'on ne qualifiait jamais la démocratie de démocratie. On la qualifiait de démocratie bourgeoise. Ce qui souligne le fait que dans une démocratie de ce type, le peuple est fondamentalement dépossédé de tout pouvoir d'intervention directe, et il est fondamentalement aliéné à des institutions surplombantes, ou un État bourgeois. Cette démocratie, donc, qui est une démocratie bourgeoise, à tort ou à raison, il me semble que c'est plutôt à raison. Et alors, je vais développer cette idée selon laquelle il n'y a-t-il pas une illusion sur cette démocratie, puisque, évidemment, il y a eu des moments où on avait l'impression que le peuple, au sens large, avait un certain pouvoir, notamment au moment où la résistance intervient dans la vie politique, et surtout à la Libération. Alors dans un contexte évidemment qui est très particulier, hein, ce qui est celui d'une disqualification de la bourgeoisie et du fait de sa collaboration avec l'occupant. On va arracher un certain nombre d'acquis, des réformes qui, pour ma part, sont, à mon sens, des réformes révolutionnaires, la sécurité sociale, pour prendre cet exemple-là. Et donc, il y a eu une tentative de refonder la République sur des bases démocratiques, hein, avec une assemblée forte et unique. Néanmoins, on sait ce que va devenir cette 4e République par la suite. Et donc, à mon sens, il y a une erreur de penser que dans cette République démocratique, il y ait donc un fonctionnement réellement démocratique qui permet, alors je vais nuancer évidemment par la suite, mais qui permet d'avancer. Bien sûr, il faut analyser la démocratie de façon dialectique, c'est-à-dire que ce n'est pas un État. La dialectique, j'ai appris à résumer la dialectique par cette formule: toute chose est procès et tout procès est rapport. En l'occurrence ici, la chose, c'est la démocratie. Il faut analyser la démocratie comme un procès. Donc elle se construit, et donc il ne faut pas l'essentialiser. Et donc ce procès est le fruit, en partie, et pour une bonne partie, de rapports, et notamment, on va y revenir, de la lutte des classes. Donc je ne nie pas le fait que, progressivement, dans une histoire très mouvementée en France, hein, alors je déborderai de temps en temps, mais je reste dans le cadre français. Je ne nie pas le fait que la République est un acquis. Il y a un attachement aujourd'hui, je pense, fort à la République, même si on a des doutes sur son fonctionnement.
Je ne doute pas le fait que petit à petit s'est construit un état de droit. Bon. Un exemple que l'humanité nous a révélé et qui m'a semblé intéressant, mais il y aurait 1000 exemples à donner. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview d'un mineur qui s'appelle Norbert Gilmé, qui était mineur en 48, qui s'est lancé dans un mouvement de grève. Et donc, le gouvernement de l'époque, dirigé ici en l'occurrence par un socialiste, envoie l'armée, en tue 6 et licencie par centaines ces mineurs qui avaient entamé un mouvement de grève. Et donc, ce mineur se retrouve privé de sa maison, privé de son emploi, privé de l'accès à la sécurité sociale, et donc de façon totalement illégale. Et donc, il vient d'obtenir, en 2023, donc c'est quand même assez extraordinaire, il vient d'obtenir satisfaction, et donc ce licenciement était illégal, et donc on l'indemnise alors que la plupart de ses copains sont déjà décédés. Il y a un état de droit, on peut faire appel à la justice, et faisant partie de la coordination nationale des comités de défense de l'hôpital public et des maternités de proximité, nous avons entamé en justice l'État pour défaut en matière de santé. Et donc, on peut toujours se lancer dans ce genre d'aventure. Donc, je ne nie pas le fait que nous sommes dans un état de droit. Je ne nie pas non plus, et je vais aller vite, l'existence d'un pluripartisme et la possibilité de s'exprimer via des élections. Je ne nie pas non plus l'existence de droits, et je ne développe pas ces points-là qui sont évidents. Néanmoins, appeler tout cela démocratie me semble abusif. Et je dirais que, comme l'avait dit Lionel Jospin à un moment donné, on lui avait reproché, vous vous rappelez probablement le 27 février 1997, lors de la fermeture de l'usine Renault de Vilvoorde, il avait exprimé l'idée que l'État ne peut pas tout. Il me semble que le pouvoir réel n'est pas de nature politique. Le pouvoir réel, il appartient aux détenteurs des moyens de production et d'échange, et donc ça limite considérablement ce qu'on peut faire dans le cadre d'une démocratie bourgeoise. Certes, il est toujours possible d'amorcer des réformes révolutionnaires. Ces réformes, on en connaît quelques-unes, notamment, j'ai évoqué la sécurité sociale, il y en a d'autres, mais on sait bien qu'aujourd'hui, la possibilité de défendre et de promouvoir et d'appliquer des réformes de nature révolutionnaire est extrêmement compliquée, sinon impossible, dans le cadre de cette Ve République. Donc, voilà, je défendrai un premier point. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Cette démocratie est en crise, mais alors, c'est la crise de quoi? Comment on peut qualifier cette crise de cette démocratie? Deuxièmement, j'aborderai la question, oui, mais attention, il y a des formes démocratiques qui émergent. Il y a une démocratie qui naît, qui vit ailleurs, et il faut savoir la voir. Et puis, je terminerai par cette dernière partie un peu conjecturale sur où allons-nous. Très rapidement, mon premier point, parce que finalement, je crois que peut-être j'enfonce des portes ouvertes, nous ne sommes pas dans une démocratie et le pouvoir du peuple est donc considérablement limité, sinon nié. Je pense que l'intervention précédente l'a bien montré. Faut-il rappeler que nous sommes dans une démocratie qui donne le pouvoir indirectement à nos représentants? Donc, on n'est pas dans une démocratie directe. Et que donc un député n'est pas tenu de tenir compte de l'avis de ses électeurs. Donc il y a eu d'ailleurs très vite, dès les années 1900, des conflits entre le parti ouvrier et ses députés. C'est un problème, ça, cet aspect indirect de l'exercice démocratique, sans parler donc du fait que ces députés sont attachés à des milieux sociaux précis sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Nous savons tous, dans le cas de la Ve République, que le pouvoir du député, de nos représentants, est également extrêmement limité. Je ne reviendrai pas sur le scrutin uninominal à 2 tours, sur le bicamérisme, sur l'existence de sessions parlementaires, qui fait que l'exécutif n'est pas en face d'un pouvoir législatif tout le long de l'année. Je ne développe pas
je ne développerai pas, pardon, non plus le fait que, et c'est choquant, dans cette Ve République, les projets de loi sont discutés en priorité et les propositions de loi venant des députés sont discutées dans des niches, hein, qui montrent bien ce qu'on a fait de ce pouvoir législatif. Et même si une loi est votée et qui est conforme à ce que souhaite une majorité populaire, on sait qu'ensuite, avec les décrets d'application, elle peut être modifiée insidieusement, voire ne pas être appliquée. Donc, il me semble que dans ce contexte-là, il y a une illusion de croire que l'on puisse politiquement obtenir des transformations majeures de cette société. Et je prendrai justement l'exemple qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le problème écologique. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on pose la question du réchauffement climatique, qu'on cherche à faire prendre conscience, et de fait, la prise de conscience est faite, qu'il y a un rapport de force qui s'est créé, qu'il y a une volonté de limiter les effets de ce réchauffement climatique. Or, force est de constater qu'au bout de ces décennies d'efforts, nous n'avons pas réussi à changer la dégradation des choses. Et donc, je constatais avec plaisir, d'ailleurs j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, Daniel Tanuro ou Jean Jouzel qui développaient l'idée qu'on ne pourra pas obtenir quoi que ce soit d'effectif dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, sans sortir du capitalisme. Et je ne vais pas développer parce que on le sait, les liens entre nos représentants et les milieux d'affaires, entre les entreprises, avec les entreprises privées sont tellement nombreux qu'on est frappé du fait que très souvent, d'anciens ministres ou d'anciens députés eh bien, vont être embauchés par des entreprises privées ou dans le sens inverse, ce qu'on appelait dans le passé une symbiose entre le capital privé et le personnel politique. On parlait à ce moment-là des années 80 du Japon. En France, c'est maintenant également très courant. Et donc, cette collusion entre une majorité d'hommes politiques et de représentants et le privé et la finance est évidemment tout à fait symptomatique. Même quand on arrive bon, je dis on arrive à arracher, quand il y a une réforme qui est conforme à ce que souhaiterait une majorité, lorsqu'elle est euh, manifeste, je prendrai 3 exemples. En 2008, dans la presse, il s'avérait, et les sondages semblaient montrer qu'il y avait une grande majorité de Français qui étaient attachés au service public postal, à la poste en tant que service public. Et que, miracle, à gauche, en tout cas, il y avait accord pour défendre ce service public. L'année suivante, la poste a été privatisée. Tout le monde connaît, en 2005, le traité constitutionnel européen qui a été rejeté par référendum, il est adopté quelque temps plus tard. Et récemment encore, une réforme des retraites qui était rejetée par une majorité de Français et de Françaises a été malgré tout adoptée. Donc, nous sommes dans une démocratie bourgeoise où le pouvoir appartient aux propriétaires privés des moyens de production et d'échange, à une bourgeoisie qui travaille avec elle et qui en est issue. Bourgeoisie qui, merci aux époux Pinson-Charlot, qui nous ont beaucoup appris là-dessus, cette bourgeoisie, je l'ai qualifiée en 2007 d'hyper-bourgeoisie, puisque si on prend l'exemple du CAC 40, qui possède nos 40 plus grandes entreprises, c'est essentiellement des actionnaires étrangers. Et donc, c'est une hyper-bourgeoisie qui est mondialisée et qui contrôle l'essentiel de notre industrie et de notre économie. Donc, il me semble que nous avons, si on parle de crise démocratique, qui se traduit par exemple par l'abstention, si nous avons une crise démocratique, c'est parce que, d'une part, ce système politique est au service, donc, on va dire, d'une finalité qui est l'accumulation de profits. Et donc, en ce sens, tant que, on va dire, c'est des choses comme ça, hein, c'est un peu
abrupt de formuler les choses comme ça, mais enfin, tant que il y avait en gros correspondance entre la croissance économique et le progrès, une certaine forme de progrès des niveaux de vie et des qualifications, bon, on pouvait admettre l'existence de ce système, mais aujourd'hui, il est entré en crise, et donc on voit bien que ce système politique a en partie perdu la main. C'est un système qui dépossède le pouvoir de décider pour soi-même, et c'est également, du fait de cette idéologie libérale, un État qui est affaibli, et le pouvoir réel appartient à des firmes mondialisées. Donc c'est par là qu'il me semble qu'il y a une crise du politique. Dans cette 5e République ou ailleurs, on ne peut pas obtenir de réformes majeures. Et donc, comme ça a été bien dit précédemment, on est enfermé dans une logique qui s'impose à tous. J'en suis arrivé à la conviction que le seul moyen, en fait, d'avancer, eh bien, c'est d'essayer de favoriser une réappropriation de ce que Lucien Sèvres appelait les avoirs, les savoirs et les pouvoirs. Une révolution devra passer forcément à un moment donné par l'appropriation par les travailleurs de ces avoirs, de ces pouvoirs et de ces savoirs. Il y a eu dans l'histoire des moments où les peuples ont pu prendre le pouvoir et bâtir un régime qui leur était favorable. C'est la Commune de Paris, mais elle n'a pas duré longtemps. C'est la révolution bolchevique, qui a fait des réformes majeures très rapidement. Et c'est également en 1944, à la Libération, le Conseil national de la résistance. Le problème, c'est que ces prises de pouvoir ne sont durables que si elles permettent réellement une appropriation par les travailleurs d'un pouvoir de décider dans leur champ d'activité, dans leur entreprise ou ailleurs, et et là je ne veux pas développer ce point, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, en tout cas dans ce qu'on appelait démocratie populaire, et a fortiori dans la Chine actuelle. Donc, je ne nie pas qu'on puisse obtenir un certain nombre d'acquis, notamment, j'y reviendrai, dans ce qui ne met pas en cause directement le capital, mais fondamentalement, donc, la démocratie est un leurre. Pourtant, deuxième développement, on peut affirmer que, paradoxalement, cette démocratie est en crise dans le sens où se développe à l'extérieur, en marge, des formes nouvelles de démocratie, ce que j'ai appelé des rapports précommunistes, qui sont été évidemment le fruit d'une lutte des classes permanente. Et ces développements, ces rapports qui se développent, je rappelle la formule de Marx qui disait que s'il ne s'accumulait pas dans ces sociétés de classe des présuppositions pour une subvention du système, eh bien tout ne serait que don quichotisme. Heureusement qu'il y a des points d'appui qui permettent d'envisager le dépassement de cette société de classe, et donc qui permet d'envisager une visée communiste. Eh bien, je développerai l'idée ici que nous avons une révolution communiste qui a commencé, qui s'objective de façon très concrète, je vais le développer, et qui, alors, je vais peut-être commencer par là, j'appellerai communisme, à partir de ce qu'a développé Lucien Sèvres dans son tome 4 sur Penser avec Marx, communisme, point d'interrogation, je développerai l'idée selon laquelle il y a une révolution communiste qui s'appuie sur une appropriation des choses, donc je reprends cette formule, une appropriation des choses, une appropriation des pouvoirs, c'est-à-dire une émancipation qui permet à des individus de décider pour eux-mêmes collectivement, et
une appropriation des savoirs qui permet le début d'un développement intégral de tous les individus, ce qui est le communisme au sens propre. Comment on peut défendre un tel point de vue? C'est-à-dire comment on peut voir dans la société française d'aujourd'hui, voire ailleurs, quelque chose qui ressemblerait à une révolution communiste avec l'élaboration de rapports et la vie, l'essor de ces rapports. Prenons d'abord l'aspect appropriation des choses, c'est-à-dire l'appropriation alors pas seulement des moyens de production et d'échange, mais l'appropriation euh, de tout ce qui entre dans la vie sociale, hein, au sens très large. Alors, je voudrais en fait faire bref, j'essaye de regarder en même temps pour qu'il y ait ensuite un débat, si c'est possible. Appropriation, évidemment, vous le savez tous, c'est une des formes communistes évoquées très tôt, c'est la reprise par les travailleurs de leur entreprise, donc l'existence de coopératives. Il y a en France donc tout un phénomène tout à fait connu, hein, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, une reprise en main par une partie du mouvement ouvrier de son outil de travail, ce qu'est la Scopti par exemple à Marseille. Et donc, ce phénomène est quand même très intéressant avec, alors évidemment, ce sont des formes pré-communistes, est-ce qu'elles sont pérennes? Est-ce qu'elles sont abouties? Certainement pas, mais voilà, on a quand même quelque chose d'intéressant. Que dire des associations, de l'énorme développement du phénomène associatif en France, qui permet à des individus, à des femmes et des hommes, d'intervenir dans un domaine qui leur importe. Et donc, il y a là aussi une réappropriation par ce mouvement associatif. Et je pense que vous êtes nombreux à y participer. Et je peux dire que dans mon secteur géographique, puisque je viens du Périgord, c'est un fait évident. Hein. Je donnerai un exemple pour illustrer mon propos très rapidement. Nous avons créé à Sarlat, donc j'habite à Sarlat, en Périgord, un atelier citoyen. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire de révolutionnaire, hein, comment on pouvait changer la vie des Sarladais. Et nous avons alors choisi hein, de nous occuper de l'accès aux soins de premier recours. Et nous avons donc, au bout d'un certain nombre d'années, créé un centre de santé associatif. Et donc, nous avons la main, nous sommes appropriés cette question de l'accès aux soins en essayant de défendre une santé qui ne soit pas une santé libérale. On n'est pas là seulement pour soigner, mais pour prévenir, pour éduquer. Et donc, c'est un outil très intéressant qui nous permet d'être présents. Que dire du mouvement féministe, du mouvement LGBT+, dans le domaine de l'écologie, comment ne pas voir que beaucoup de Françaises et de Français se réapproprient les milieux naturels, veulent intervenir dans ce domaine. Bon, on pense aux ZAD, mais il y a tellement d'exemples qui montrent qu'il y a effectivement un début de quelque chose d'intéressant ici. Et puis alors, mais ça sera peut-être mon troisième point, il y a également tout le développement du temps libre, qui est un aspect sur lequel je vais revenir. Donc voilà, bon, je vais vite, mais en gros, il y a l'idée qu'il y a une appropriation des choses qui se fait, qui est certes marginale, qui est possible dans des zones où le marché, le privatif n'est pas présent. Pour prendre cet exemple-là aussi, puisqu'on s'est heurté à cette question-là, si on prend l'exemple du médicament, bah là, on essaye de s'approprier les choses en créant une coopérative qui fabriquerait en France des médicaments qu'on ne trouve plus en France. C'est en cours, mais évidemment, là, c'est une autre paire de manches puisqu'on s'intéresse, on s'attaque directement au capital et au big pharma. Émancipation des pouvoirs, reprise du pouvoir, pouvoir de décider pour soi-même. Là aussi, les exemples sont tout à fait, tout à fait convaincants, me semble-t-il. Alors, je reprendrai quelques exemples. Dans le domaine, justement, on en a évoqué tout à l'heure de l'écologie, que penser du GIEC, hein, ces scientifiques qui appartiennent à un groupement d'experts intergouvernemental. Alors évidemment, experts intergouvernemental, ça pose problème hein, pour l'évolution du climat. C'est
ces scientifiques nous disent ce qu'il en est du réchauffement climatique, nous donnent des pistes. Et donc, voilà quelque chose qui est intéressant. Ils nous donnent la possibilité de pouvoir décider et de choisir des voies qui nous permettraient d'éviter une dérive. Des enjeux considérables aussi autour d'Internet, des logiciels libres, autour des monnaies locales, autour des circuits courts, autour du commerce équitable, et cetera, et cetera. On voit bien que là, il y a dans des champs des possibilités de décider collectivement des politiques et des applications concrètes, même si, évidemment, on peut toujours considérer que c'est très, très marginal. Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'appropriation des savoirs, là aussi je vais très vite, heu, monter des qualifications, monter des diplômes. On est maintenant dans une société à bac+2 en moyenne, bac+2, bac+3. Heu, Essor spectaculaire, heu, des, de tout ce qui tourne, autour de la possibilité d'avoir du temps à soi, donc les congés payés, et cetera. La possibilité en même temps, grâce à tous ces savoirs accessibles via internet, la possibilité de se les approprier, la possibilité d'avoir une vision du monde bien plus élargie qu'il y a un siècle, par exemple, hein. C'est clair qu'on a une possibilité, de prendre conscience des enjeux bien plus amples aujourd'hui qu'hier. Avec, alors là, évidemment, ça se discute, mais est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenir à des classes sociales? Est-ce qu'il y a un sentiment partagé de l'existence d'une société divisée en classes? Évidemment, là, ça peut poser problème, mais malgré tout, il se passe un nombre de choses. J'ai pas le temps de développer. Et donc, heu, il me semble que, au terme de tout ce processus-là, on voit bien une dynamique qui est en cours. Et qui, pour paraphraser Bernard Friot qui disait, je crois c'était l'année dernière, qu'il faut bâtir le communisme par le communisme, je dirais que, pour ma part, le communisme se construit par le communisme. Oui, mais, et ça sera ma dernière partie, est-ce qu'on ne se fourvoie pas dans les potentialités de ces phénomènes réappropriatifs, dans ces développements de rapports précommunistes dans la société d'aujourd'hui? Est-ce qu'on ne s'illusionne pas, sur la durabilité de ces processus? Voilà. Alors, c'est là que je me lance dans quelque chose qui, sera discuté et qui est peut-être discutable. C'est qu'il y a peut-être bien des raisons d'être pessimiste sur le futur immédiat. Parce que, soyons clairs, même si des citoyennes et des citoyens prennent la main dans des champs de leur vie quotidienne, et que ça se multiplie, le pouvoir réel appartient bien au capital. Et je suis frappé de voir, quand on regarde ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, la rapacité, l'âpreté, l'étendue, de ce que le privé s'approprie aujourd'hui dans différents domaines. Et donc, on a une volonté de mettre la main sur tout ce qui peut rapporter. C'est évidemment le développement spectaculaire des GAFA, qui, entre parenthèses, a son équivalent en Chine. Et donc, ça dit bien ce qu'est la Chine d'aujourd'hui, hein, avec Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, hein. Vous avez l'équivalent, hein, des GAFA en Chine. Tiens, un pays dirigé par des communistes. Et donc, c'est tout ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme, qui a pris une place énorme, à tel point que, ces entreprises sont, comme on le dit, hein, aussi puissantes que des États, qui sont, quand même de taille moyenne. Heu, Appropriation, notamment en ce moment autour de l'intelligence artificielle, où les enjeux sont énormes. Appropriation de la santé, j'ai pas eu le temps d'évoquer ça, mais c'est quand même énormissime. La santé est un service public. Or, depuis maintenant au moins 40 ans ou 50 ans,
il y a un processus larvé de privatisation de la santé. Y a-t-il eu jamais un débat dans les présidentielles pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut garder un service public accessible à tous ou est-ce qu'on veut un système privé avec la portion congrue donnée à un service public? Jamais il n'y a eu aucun débat sur ces questions-là. C'est quand même significatif. Et donc, tout cela se fait en catimini. Même chose pour l'école, même chose pour l'appropriation des terres agricoles un peu partout dans le monde, etc., etc. Donc, il est clair que le capital est en train de confisquer, de s'approprier ce sur quoi on pourrait bâtir quelque chose de complètement différent. Est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas ça qui est une des racines de la crise du politique, hein? C'est-à-dire le fait qu'on a l'impression que voilà, on ne peut rien faire face à ce rouleau compresseur et que donc le pouvoir du capital est sans limite. Ma question n'est pas là. Je pense que les limites, il ne faut pas se tromper, la faiblesse de ce capital est quand même là, hein. Comment peut-on continuer à accumuler, ça a été dit et redit, comment peut-on continuer à accumuler des taux de profit de 15-20% alors que la plus grande partie de la population se paupérise à une vitesse grand V? On voit bien que ça n'a pas d'avenir. Toujours est-il que ma question, elle n'est pas là, elle est dans la chose suivante. Il y a, dans le contexte actuel, un boulevard pour une gauche révolutionnaire. On a l'impression que jamais les circonstances n'ont été si favorables. On est dans une crise du capitalisme mondialisé qui est là, même s'il est encore très fort et très dynamique. Enfin, elle est quand même bien là, ne serait-ce que si on prend l'aspect environnemental, mais il ne faut pas oublier l'aspect anthropologique qui est également considérable. Comment se fait-il que dans ce contexte-là, il n'y ait pas comment dirais-je, une finalité révolutionnaire hégémonique et qu'au contraire, on voit quelque chose d'incroyable. Enfin, il y a 30 ans, on n'aurait pas pensé ça, que finalement, dans l'esprit de quelques-uns, et qui ne sont pas si peu nombreux que ça, quelle est la force révolutionnaire qui va mettre à bas ce système? C'est le Rassemblement national. C'est quand même incroyable de voir que si on est anti-système, eh bien, à la limite, la gauche, c'est pas ce qu'il faut jouer. Il faut jouer la carte du Rassemblement national. C'est quand même très inquiétant. Et je suis donc, voilà, placé devant ce constat, selon lequel il y a une montée d'une. Alors, est-ce que c'est irrationnel? Une montée de la croyance que dans la crise actuelle, ce qu'il nous faut, c'est plus d'autorité, c'est un État qui se fasse respecter et c'est un rejet des étrangers. Voilà. Comment se fait-il que cette approche-là progresse euh, et qu'on puisse ne serait-ce que miser un liard sur un Rassemblement national dont l'humanité, et je tiens à remercier parce qu'elle fait un grand travail pour ça, elle a montré que le Rassemblement national vote systématiquement les lois en faveur du capital et systématiquement en défaveur de tout ce qui pourrait permettre d'améliorer la condition des travailleurs. Donc voilà, c'est quand même incroyable. Et donc, je suis inquiet sur le fait que voilà, la visée révolutionnaire communiste, à mon sens, qui est notre seul échappatoire, les points d'appui que j'ai développés tout à l'heure, qui sont là, ne sont pas conscients, ne sont pas conscientisés. Il n'y a pas de véritable prise de conscience qu'il nous faut nous réapproprier les choses, les pouvoirs et les savoirs, que cette visée communiste, elle n'est pas partagée de façon hégémonique, c'est le moins qu'on puisse dire, et que donc c'est une extrême droite un peu partout qui progresse. Donc, je me pose la question, où va-t-on? Où va-t-on si ces enjeux-là ne sont pas conscientisés, si cette lutte de classe n'est pas perçue comme étant vitale? Où va-t-on? Est-ce qu'on va vers l'obligation pour nous, je dis pour nous, pour les travailleurs, de devoir défendre ces droits qui sont menacés? Est-ce qu'on va vers une conflagration? Il y a déjà quelque chose d'étonnant. Il y a 20 ans, je disais à mes élèves que c'était relativement peu probable qu'il y ait un grand conflit international. Hein, on pensait que voilà, les choses avaient évolué. On se retrouve avec des conflits
d'une ampleur quand même jamais vue. Alors évidemment, peut-être que j'ai été naïf, mais voilà, on est quand même dans un contexte extrêmement angoissant. Et donc, est-ce qu'on va vers une faillite généralisée, un chacun pour soi euh, partagé, et donc vers alors ça a déjà commencé de fait, hein, un pouvoir de plus en plus autoritaire qui s'appuie sur une extrême droite éventuellement si cette carte est jouable. En ce sens-là, je suis assez pessimiste sur le court terme, pas sur le long terme, mais sur le court terme. Et donc, je voudrais terminer par ceci. Le problème d'aujourd'hui, quand on parle de crise du politique, c'est la prise de conscience que c'est pas par le politique qu'on peut y arriver. Il faut construire ici et maintenant des rapports, reprendre la main dans des domaines précis. C'est peut-être un fourvoiement, mais en tout cas, voilà, il y a l'idée, la politique, ça sert à rien, et je vais m'engager concrètement dans des projets dont je verrai la fin, ou du moins dont je verrai les progrès. Euh, le pire, c'est que ce refus du politique, cette crise du politique, et qui se traduit notamment par l'abstention, est intéressant, mais n'est pas conscientisé. Je parle en connaissance de cause, notre centre de santé à Sarlat, les médecins et une partie de ceux qui ont la main sur ce centre de santé ne sont pas toujours d'accord sur l'idée d'y voir là du communisme. Et donc, je dirais que l'enjeu dans cette crise-là, elle est de faire prendre conscience que nous n'avons pas d'autre solution que de sortir du capitalisme, de construire le monde d'après. Il est déjà en partie là, mais il faut en prendre conscience, s'appuyer sur ses acquis, les généraliser, monter en généralité, et donc arriver à affaiblir le capital, à lui enlever le pouvoir de décider pour nous. Voilà, j'ai fini. Merci Jean. Moi, j'ai envie de réagir un petit peu à ton propos, parce que totalement comme ça, il m'apparaît comme très pessimiste, mais c'est vrai que moi, j'ai un optimisme naturel qui est contestable, hein, j'en suis bien conscient, mais en même temps, qui n'est pas fondé sur rien. C'est-à-dire que c'est pas, je veux dire, j'ai mis du temps d'ailleurs à m'approprier des outils de réflexion et de pensée qui me rassurent de ce point de vue face à la brutalité des événements que l'on subit et la brutalité de la vie. Et en particulier chez Marx, il y a des passages, il y a des évocations et il y a une démarche qui est souvent évacuée. C'est-à-dire que il y a à un moment donné dans ce qu'il évoque, d'abord, il y a eu des contre-vérités alimentées pendant très longtemps, par exemple sur la question de l'individu, hein, la place de l'individu chez Marx au regard de la démarche collective. Alors que c'était à contre-courant, je dirais, de tout ce qu'on pouvait imaginer, le collectif devant être mis au service du développement jusqu'au bout des individus et de leurs capacités. Ce n'est pas un truc qu'on aborde comme ça naturellement. Un autre aspect de la pensée de Marx qui peut nous aider aujourd'hui dans une période relativement difficile, Marx, il dit quoi? Il caractérise pas, je dirais, de manière précise, concrète, ce que pourrait être la société de demain. D'ailleurs, il rétablit en permanence, enfin, il fait une critique permanente des intellectuels de son époque, hein, attention, mais en s'étant nourri en permanence et continuant à se nourrir du travail de ces intellectuels. Attention, faut le prendre non pas comme un refus des élites ou un refus du travail scientifique, un refus de l'élaboration conceptuelle, pas du tout. Mais il dit, attention, il dit la lutte des classes, elle se mène par les intéressés eux-mêmes. Et ce n'est pas à nous de définir ce que doit être le projet de société de demain ou ses objectifs, c'est aux acteurs eux-mêmes de le faire. Alors, il ne le dit pas comme ça, aussi, manière aussi synthétique que je l'évoque, mais c'est le sens un petit peu de sa démarche. Vous pouvez retrouver, en relisant un petit peu un certain nombre de ces textes, retrouver les passages
qui évoque la démarche. Hein. Moi, vous savez, moi, quand je me rapporte à Marx, quand j'établis un rapport avec sa pensée, c'est plus dans sa démarche qui m'intéresse, hein, sa démarche scientifique, en fait, hein, et sa manière de construire. C'est ça qui m'intéresse, plus que je dirais, le corpus terminé, qui n'a d'ailleurs jamais été terminé, ce qui a expliqué toute sa difficulté jusqu'au bout de sa vie à écrire, hein, et à finaliser un petit peu son corpus de pensée. Donc c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est en permanence. Il veut faire un système, mais en fait, ça lui Mais échappe parce que. mais oui, parce que la vie, Dans l'expérience. c'est ça. C'est super important, l'expérience. C'est ça. Et lui apporte des nouveaux éléments qui, quelque part, enrichissent ou contredisent ce qu'il a pu concevoir comme étant des finalités absolues. Donc, et il y a un aspect qui m'apparaît aussi le plus important, c'est que, justement, dans cette affaire de ce qui n'est pas écrit, qui restitue à chaque être humain sa capacité à produire son environnement, enfin, je veux dire, et à produire son espace, il légitime le fait que le capitalisme n'est pas un truc définitif, un pouvoir absolu auquel on ne pourrait rien faire. C'est simplement un mode d'organisation qui est apparu plus efficace pour produire, pour organiser la vie la vie collective et répondre aux besoins de consommation, de développement, tout ce qu'on voudra. C'est apparu plus efficace à un moment donné de l'histoire humaine. Et à un tel point, c'est apparu efficace que ça envahit effectivement toute la planète. Et là où il a été extraordinaire, c'est dans sa capacité, je dirais, de visionnaire, entre guillemets. Mais à partir du moment où tu travailles sur des processus et sur des dynamiques, évidemment, quand il écrit le manifeste du Parti communiste, enfin, il a des phrases qui sont, vous le relisez aujourd'hui, vous dites, mais c'est ce que je vis, c'est ce que je suis en train de regarder et de constater. Mais il dit d'autres choses. Donc il dit, on n'écrit pas l'avenir à la place des citoyens et des gens. Il le fait avec le manifeste. Non, 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 il faut relire le manifeste, ce n'est pas du tout ça. Non, non, c'est pas du tout ça. Le manifeste est une réflexion sur la société telle qu'elle est et sur les outils éventuels à mettre en œuvre, outils au sens organisation, hein, au sens structuration du mouvement ouvrier, structuration des luttes, et il essaye de déceler ce qui dans la société peut être la classe, je dirais, donc la catégorie majoritaire qui est porteuse de transformation, de modification de la société à venir ou en cours. Et qu'est-ce qu'il nous évoque? Il dit en clair, et quand il caractérise le communisme, l'action communiste, il dit, s'il y a une responsabilité première pour un communiste, c'est d'identifier le nouveau qui est en train de naître dans la société en cours, le nouveau qui est en train de naître dans la société en cours, qui est en train de nier ce qui freine le développement de cette société et qui va lui permettre justement de passer à une situation nouvelle et qui change la nature des choses. Et s'il y a un rôle important pour les communistes, c'est d'être des accoucheurs, c'est-à-dire de ceux qui vont agir dans la réflexion et dans l'action pour permettre à ce nouveau d'aller jusqu'au bout de son développement. Donc voilà, et quand je dis ça, d'abord, c'est quand même intéressant parce que, ça nous restitue l'existence dans la société d'aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, dans la société d'aujourd'hui, de la capacité des êtres humains. Alors, évidemment, après là-dedans interviennent l'expérience, la formation, tout ce que vous voudrez, mais il existe potentiellement dans nos sociétés telles qu'elles sont, avec toutes les noirceurs que l'on connaît, les difficultés que l'on connaît, des potentialités, je dis bien des potentialités, des choses non réalisées, mais qui sont portées déjà par l'humanité telle qu'elle est. Évidemment, dans ces potentialités, ce n'est pas un avenir écrit d'avance, hein, c'est des possibles, une multitude de possibles, et parmi ces possibles, il y a déjà une conscience intégrée de la possibilité de dépasser l'ordre existant. Donc les situations les pires ou celles qu'on a envie, effectivement. Après, ce sur quoi il revient en permanence, justement, c'est pour y parvenir,
c'est là où il le dit pas, enfin, comment dire, c'est pas aussi clairement écrit que ça, hein, c'est sous-jacent, mais quand il fait sa critique des intellectuels, et c'est ce qu'il critique, si tu veux, c'est ceux qui pourraient penser à la place des autres ce que devrait être la société de demain. Quand il critique le programme de Gotha, c'est moins le programme en lui-même, c'est l'idée que les acteurs humains, sociaux, les acteurs collectifs, je rappelle quand même que Marx a été à l'origine de la création de l'internationale. Rappelle-moi, Vincent, qui a toujours été un spécialiste. L'association l'association internationale du travail, des travailleurs, c'est-à-dire, il a été laïté. Non, mais c'est pas rien, quoi. Je veux dire, ce mec était à la fois un intellectuel, un grand penseur, qui en même temps se préoccupe des formes sociales et collectives qui vont permettre justement comment dire, de rendre encore plus capable, on parlait de capacité hier, on parlait de pouvoir et de puissance, eh bien, il essaye de restituer de la puissance et de la capacité aux mouvements sociaux, aux acteurs sociaux, à la classe productive, parce que là aussi, qu'on s'explique bien, je veux dire, quand Marx évoque la classe ouvrière, je lui préfère, moi, bon, mais j'en ai rien à faire que je suis très content, Claire, que Gori, que Luba s'est approprié la notion d'œuvrier, parce que ça ne vient pas de rien. Si vous regardez la traduction du terme allemand tel que Marx l'utilise, c'est pas l'ouvrier au sens où nous on l'utilise chez nous avec la réduction idéologique qui en a été faite, c'est la conception de l'œuvrier, c'est-à-dire de celui qui crée, celui qui produit, que ce soit une production matérielle, intellectuelle, un service, etc. Hein? Mais vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Et on s'est enfermé, y compris nous-mêmes, parce qu'on a réduit, je dirais, la capacité et même y compris le sens premier de l'évocation de Marx en particulier, et qu'on en a fait quelque chose d'étroit, qui nous a rendu impossible, y compris de prendre en compte les évolutions du monde du travail, les évolutions du monde de la création et de la production dans toutes ses formes. Et aujourd'hui, c'est par ça que j'ai été en larmes. J'ai travaillé sur l'art à partir. Mais exactement, exactement. Et ça, c'est une grande question, hein. Et y compris tous les travaux sur l'esthétique et tout ce qu'on fait, je ne me souviens plus son nom parce que je n'ai pas suffisamment bossé dessus. Mais l'allemand, hein. Bon, enfin, je m'arrête. Sur le manifeste du Parti communiste, il se termine à la fin par un programme, qui est donc le programme de la première internationale toute récente. Tout à fait. Et il faut préciser que ça, ce n'est pas l'objectif de la société qu'il veut. Absolument. Ce que dit Marx au début, juste avant d'énoncer son programme, c'est qu'il faut, quand on est communiste, mettre dans le débat public ces différentes questions, donc la propriété privée, collective, etc. Exactement. Mais pour lui, c'est un point de départ idéologique, et non pas un plan de société qu'il aurait écrit pour la société dans les 50 ans. Oui. Justement, c'est précédé dans le texte par un passage critique. C'est ça. Bon, pardon. Non, c'est pas au niveau intellectuel, il ne déteste pas en tant qu'individu, il les admire. Oui. Il y a un débat là-dessus sur comment sur la méthode. La méthode, chez les utopistes, elle part pas de l'expérience, c'est ça que je veux te dire. Mais oui, bien sûr. Il y a des idées. Quand Marx parle de quelqu'un, c'est ça. Oui, absolument. Non, mais c'est pas le problème, je suis d'accord. Bien sûr. Et puis mieux dit en plus. Donc, bien sûr, oui, le mot n'est pas bon. Tu es d'accord. Non, mais on est d'accord. Gérald, tu veux réagir. Oui, pardon. Pour en venir à Jean, et en essayant d'être un petit peu moins pessimiste que toi, je crois que bien caractérisé, les deux pôles ne sont pas une contradiction antagoniste. C'est-à-dire les déjà là du communisme que tu as développé par les avoirs, les pouvoirs et les savoirs, et cette force totalement antagoniste qui aujourd'hui semble se porter bien, mais vers des mouvements qui vont à l'encontre totale de servir les intérêts populaires. Et aujourd'hui, donc, cette contradiction-là prend des formes nouvelles aujourd'hui, mais elle n'est pas, en tant qu'antagoniste, elle n'est pas foncièrement nouvelle. Ce qui me paraît nouveau, c'est la montée en puissance de cet antagonisme.
un truc enfin, totalement anecdotique. Chez mon garagiste l'autre jour, au moment de payer, on engage une conversation politique. Et il me dit ça, qui est extraordinaire, on n'a jamais essayé le Rassemblement national. Donc je lui ai dit, c'est tout à fait fort. Hein. Donc je lui ai dit, Malheureusement. rappelez-vous quand même que dans l'histoire, il y a des gens qui ont voulu essayer Hitler. Bon, c'est une façon d'engager la conversation. Je crois qu'aujourd'hui, dans cet accroissement de l'intensité, ouais, en quelque sorte, de la lutte idéologique, il me semble que individuellement, en tout cas, moi, c'est le chemin que je prends, c'est ma façon de militer aujourd'hui, qui n'est plus très collective, mais qui est très individuelle. J'affirme de plus en plus dans les milieux où je me trouve, dans les conversations où je me trouve, mon communisme. Ne serait-ce que parce que ça permet à un moment donné de faire un effet recul par rapport aux gens. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire ça un peu bêtement, de façon provocatrice, quoi. Mais hier, par exemple, Florian Bully qui est intervenu, je suis intervenu dans la discussion en disant entre universel et développement personnel, il y avait du côté de l'universel peut-être à avoir une lutte terminologique, parce que ça se passe dans les mots que nous employons. Les mots sont des armes, pas des armes métal, mais des armes idéologiques. Dans le mot universel, moi, quelque chose, évidemment, me convient, mais quelque chose ne me convient plus, et je pense qu'on aurait intérêt à le remplacer par communisme. Non pas un communisme national, mais un communisme international. Parce que le communisme, c'est l'universalisme plus le point de vue de classe. Donc, on aurait quand même intérêt à travailler sur les mots que nous utilisons. Que ce soit au niveau très international ou dans les conversations que nous avons personnellement avec des amis, avec des individus, etc. Je pense qu'on a de plus en plus intérêt à raisonner les choses en termes de communisme et de voir comment on peut amener ça dans le débat sous quelque forme. Alors, Fabien, et puis après, je te donne la parole. Ouais. Comme ça te permettra de... Ouais, ça rebondit un petit peu sur ce que tu viens de dire. Oui, à un moment dans ton intervention, tu as dit que le capitalisme est plus efficace. Je ne pense pas que tu as dit ça, c'était vrai, mais c'est ce que le capitalisme prétend être plus efficace. Et moi, je pense que non, et je pense surtout que c'est plus violent. Et c'est par la violence qu'il a gagné, c'est par la violence que les puissants gagnent tout le temps. Non seulement une violence physique, parce qu'il a écrasé ses équivalents, mais aussi une violence symbolique à travers les mots qu'il utilise et les mots qu'il n'utilise pas, parce que le terme de communisme est un des concepts qui a beaucoup plus souffert de l'histoire, que le communisme est associé à tout un ensemble de choses qui sont un peu plus contraires de ce qu'il est, et c'est cette discussion sur les mots qu'il faut avoir, je crois, parce que le communisme, parfois on dit que c'est du stalinisme, c'est des gens pendant une guerre d'ailleurs, et c'est exactement le contraire. J'aurais tendance à dire que c'est symétriquement le contraire, que le stalinisme est exactement la meilleure manière d'écraser le communisme. Et puis, on dit aussi que le communisme, c'est l'étatisme. Et là aussi, je crois que c'est le contraire, parce que l'État, chez Marx, ce n'est rien d'autre que l'outil d'oppression d'une classe sur une autre classe. Et donc, tous ces éléments qu'il faut sans cesse répéter, parce qu'on le dit sans cesse, et aussi, le communisme, là, ça va être comme ça va être c'est comme ça. Non, le communisme, Marx le parle comme un mouvement vers la libération. C'est vrai qu'il y a des moments un peu plus communistes que d'autres. Quand le gouvernement diminue les droits des chômeurs, et là, on est un peu moins communiste qu'avant. Quand les résistants en 1944 réussissent à obtenir la sécurité sociale, bah, la France, elle est un peu plus communiste. Et voilà, le communisme, c'est tout ça. Et puis après, c'est ça qu'il faut combattre. Et puis il faut aussi peut-être s'interroger sur nous, parce que c'est une question de subjectivité. Objectivement, on peut dire que les choses ne sont pas ici. Objectivement, le communisme, ça veut dire ça, mais subjectivement, ça veut dire quoi dans la tête des gens? Subjectivement, la classe ouvrière, elle voit largement autrement que ce qu'on peut penser son intérêt dans le type pour décider quels sont les intérêts de la classe ouvrière. Mais à ce moment, il y a quel vote que tu as évoqué un Rassemblement national. Et donc, peut-être se poser la question, comment se fait-il? Comment se fait-il que le mot communisme ne parle plus? Peut-être qu'il faut s'interroger sur nous, peut-être un bilan de cette histoire, sur nous qui nous prétendons de cette tradition-là, s'interroger sur notre histoire. Que le parti dirigeant chinois s'appelle encore communiste, ça bizarre. Même que le parti qui se dirige, qui est parti en France, c'est le parti communiste français, qui, à mes yeux, n'a plus grand-chose de communiste.
dis sans aucune provocation, mais c'est pas très, très difficile d'écouter des discours, d'aller voir des programmes. Le communisme, c'est autre chose que ça, quoi. Voilà, quand on est un petit peu sérieux, le PCF, en France, il n'a pas grand-chose de communisme. Les militants du PCF, font partie, ne connaissent pas Marx. Je dis sans provocation non plus, mais enfin, on est un petit peu sérieux. Fabien Roussel, c'est une caricature. Du point de vue marxiste, du point de vue communiste, on ne défend pas des positions nationales et qui est assez réactionnaire comme il le fait. Voilà, c'est pas pour la polémique, mais si on dit que ça, c'est le communisme, eh ben on a du mal à se défendre, on a du mal à défendre le communisme, je crois. Et je crois que les discussions engagées est très utile pour ça. Jean, et Oui. puis éventuellement si. Je pense qu'il faut que ce soit Jean qui termine là. Oui, absolument. Ouais, je vais répondre à quatre points. Sur la bataille autour du mot, c'est ce que fait Bernard Friot depuis des années, voilà, et qui a avec un certain succès quand même. Et c'est ce que nous faisons, nous. Alors on a fondé avec mon père il y a maintenant 2018 Initiative communiste qui cherche, c'est notre stratégie, à essayer de rassembler tous ceux qui travaillent dans le cadre de cette visée communiste, et donc de faire le point sur est-ce qu'on est bien d'accord sur cette visée? Et deux, oui, on est d'accord. Et donc, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour essayer de rendre visible cette visée-là et de ce qu'on appelle les déjà là, si on peut appeler ça les déjà là. Donc, voilà, on est dans cette. Voilà. Il y a en France un peu partout des gens qui travaillent dans cette visée, consciemment ou pas. En général, si on leur parle communisme, ça les touche, ça leur parle. Et donc, on est dans cette logique-là. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que ce mot-là. Alors, je vais revenir sur le problème évidemment du passé, puisque c'est un gros problème. Mais ce mot-là, il faut le vulgariser, le faire accepter dans son acceptation, je dirais, marxienne. Voilà, marxienne. Deuxième point, le capitalisme est efficace dans le développement des forces productives. Regardez le monde qu'on a aujourd'hui par rapport à celui, c'est impressionnant. Il a développé les individus hein, de façon paradoxale. Il leur a donné la possibilité de se qualifier, alors évidemment en les exploitant. Mais enfin, c'est spectaculaire de voir le monde complètement transformé par la mondialisation et par le capitalisme. Malheureusement, au prix de tout ce qu'on sait, hein, c'est-à-dire que c'est une catastrophe. Il nous amène dans le mur. Mais enfin, quand même, ce que Marx a toujours développé, c'est que ça a permis un développement phénoménal des forces productives, et à commencer par les individus. Je ne sais pas si je suis convaincant en disant ça, mais il me semble que c'est quand même impressionnant. Il y a aussi qu'à un moment, le rapport de production entre en contradiction avec les Bien sûr, ah oui, tout à fait, bien sûr. Ah oui, oui, oui. on la voit. Oui, oui, oui. Les boucheries mondiales, on le voit. Évidemment. Le gaspillage des Bushy Jobs, c'est contradictoire. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que voir des gamins sur leur smartphone, vite, elles ont parlé du développement? Ah oui, non, oui, non, là. C'est contraire. Oui, oui, oui. Oui. Non, moi, je parle des qualifications, c'est-à-dire qu'il y a une montée des qualifications qui est quand même spectaculaire. On part d'un monde où on sait à peine lire et écrire. Aujourd'hui, on a des gens qui sont capables, à la limite, de gérer eux-mêmes l'entreprise. Je veux dire, l'actionnaire, ils développent de plus en plus leur autonomie, paradoxalement, à condition que le profit à la fin soit en rapport avec ce qui est demandé. Oui. Je pense que tu as raison sur cette question-là. Sur le développement des compétences, on parle de capacité, etc. Mais moi, je pense qu'il y a un souci sur la question de du coup, la construction des formes de subjectivation. C'est je pense que se vivre en tant qu'individu consommateur, c'est pas se vivre en tant que citoyen. Et ça me paraît extrêmement. Je pense que les pratiques citoyennes sont la mise en défaut par tout ce système de contrôle et dont a parlé Laurie, qui fait qu'entre soi et soi, on ne se sent plus citoyen. Citoyen de sa ville, citoyen de soi d'abord, citoyen de sa vie, citoyen de son État, citoyen du monde. Et que là, il y a un problème. Parce que, d'une certaine manière, l'universel
ou le plus universel quand même, parce qu'il n'y a pas que le modèle occidental qui construit les droits. Il faudrait dire les droits des hommes, pas les droits de l'homme, faire très attention à la colonisation de ceux qui fait autour des droits de l'homme. Eh bien, il me semble quand même que cette idée de faire partie, c'est la construction du commun, je crois qu'on en a parlé quand même, et de faire en sorte que être au monde, c'est aussi construire du commun, ça, le capitalisme, il a blessé formidablement ce rapport à soi, et aussi de toutes les paroles militantes et de tous les écrits militants qui ont été de ce côté-là, avec toutes les contradictions que ça peut avoir. Donc, en fait, ce qu'il faut appeler tout ce qui concerne les dispositifs, pour moi, il me semble, à faire la dernière que je viens de faire, il me semble que ces dispositifs qui, en fait, contraignent qui contraignent les individus, la conduite des individus, et qui sont justifiés par les discours, par la légitimation de discursivité, sont de plus en plus efficaces dans la mesure où c'est au nom du développement personnel, et ça, alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, le développement personnel, on va aller, alors, avec toute l'illusion du marketing, etc. Donc, on va être, par exemple, PC, voilà, Windows, enfin, les exemples sont très quotidiens. PC, Windows ou Mac, on va s'habiller telle marque, et ça, on le voit aussi dans les écoles. C'est-à-dire, on va construire un monde symbolique qui est totalement issu de la privatisation. Et non pas, je parle des mouvements de jeunesse. Comment les mouvements de jeunesse, par exemple, se sont transformés progressivement en offres de services et qui étaient liés à nos camarades, etc. Et donc, les enfants qui vont faire du judo, eh ben, ils vont faire un service, et puis les parents les reprennent. Mais est-ce que, et ça, c'est la pensée associative, donc vous parlez, qui me semble très importante dans les actes, mais aujourd'hui, qu'est-ce que, dans l'économie d'ailleurs, la transformation de l'économie sociale et solidaire, etc., est-ce qu'on est là pour simplement consommer des contenus ou faire acte de commun et de pratique, même si c'est des pratiques de temps libre, parce qu'effectivement, ça qu'on a un peu parlé, mais on en parler un peu plus, Oui. c'est fondamental. C'est-à-dire que le temps consacré à la production avec la robotisation est de moins en moins important pour les travailleurs, mais de plus en plus pour le temps libre. Sauf que le temps libre, c'est aujourd'hui une construction, j'en parlais à Dominique, c'est une construction en fait de soi, comme je vais consommer des contenus, et des contenus, alors là, il y a deux choses, il y a des choses, parce qu'il y a des contenus écraniques, hein, des écrans, et ça c'est grave, parce qu'on devient de plus en plus adapté, enfin, par les notes, etc., d'écran, enfin, les enfants, les adolescents, etc., et on supprime, par exemple, il y avait notre copain Michel qui parlait de ça, dans l'espace, etc. Il y a de moins en moins d'enfants qui sont capables d'avoir la motricité, etc. Ils doivent le voir aussi. Et donc, ce rapport à l'autre dans l'expérience vécue est de moins en moins important parce que les écrans font écran justement à la construction des interactions et donc de la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, ça ne s'apprend pas que dans les livres, ça s'apprend aussi dans les mouvements, dans les partis. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Il y a mal donne sur quand je dis que le capitalisme a développé les individus. Bien sûr que tu as raison et je partage totalement. Simplement, je prendrai la chose autrement. Comment se fait-il que la Chine, qui a quand même pendant des années eu énormément de mal à essayer de se développer sous Mao, comment se fait-il qu'en 82, avec Deng Xiaoping, elle fasse appel au tigre, qu'elle va chercher à chevaucher, et qu'elle connaisse ce développement faramineux? Si le capitalisme n'est pas efficace, là, il y a problème. Là. Comment on explique ce fait que la Chine devient potentiellement une puissance rivale? C'est bien que derrière, il y a le capital. Et oui, C'est pas voilà. l'avis de tous les économistes. Non. Notamment, il y a un ouvrage de Rémi Herrera récent sur la Chine
où il tempère cet avis, où il montre que c'est au contraire le fait qu'elle ait marché sur deux jambes, capitaliste et communiste sur certains aspects, qui explique qu'elle ait réussi à cette Oui, bien sûr. Il n'est pas en train d'expliquer que la Chine est un paradis communiste où le capitalisme n'existe pas. Et il montre qu'il y a justement qu'elle a marché sur ces deux jambes-là. Et moi, je trouvais que le livre était assez convaincant. À la limite, chez nous, on a un service public aussi, hein, et on a des entreprises publiques. Mais c'est pas faux. Mais c'est pas faux. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est Mais- pas faux, mais moi je crois quand même que sur ces questions-là, il faut peut-être aussi revenir à la dialectique et revenir un petit peu à une vision beaucoup moins noir ou blanc du mouvement des sociétés, qu'elles soient capitalistes ou autres. Et je veux dire qu'à un moment donné, si on ne revient pas sur la manière dont on appréhende le réel comme quelque chose en construction permanente, je veux dire, c'est là que vient le débat politique après. Et c'est peut-être là où je suis en désaccord avec Fabien sur le regard qu'il porte, si tu veux, sur Fabien Roussel, un autre Fabien. Parce que, si tu veux, autant j'ai été inquiet quand comment dire, le choix majoritaire des communistes s'est porté sur, contredisant d'ailleurs la direction sortante. Hein. C'est la première fois dans le parti qu'on vit une situation comme ça, que les communistes ont vécu un truc comme ça. C'est la première fois qu'une ligne d'une direction sortante se retrouve contestée par la majorité des communistes. D'ailleurs, ça veut dire que le Parti communiste, il est un peu plus démocratique qu'on se le représente, déjà. Et deuxièmement, il faut aussi chercher derrière cette évolution le pourquoi du pourquoi. Parce que c'est pas qu'une affaire, c'est pas un détail de l'histoire. Et pour être précis, non, mais pour être précis, parce que oui, il y a certains qui l'ont évoqué comme ça, mais je veux dire, pour être précis, mon regard critique sur cette question-là, puisque j'étais un peu inquiet quand j'ai vu que j'étais plutôt dans le courant, je me retrouvais plus, si tu veux, dans, comment il s'appelle, Pierre Laurent et sa démarche et son équipe, que ce que je voyais arriver. J'imaginais un peu plus dans l'affaire, c'est que malheureusement, on a vu aussi que le parti tel qu'il est aujourd'hui a plutôt enfin il y a des éléments qui ont tendance à se structurer en tendance. Je fais référence, y compris, mais je ne dis pas que c'est une tendance, initiative communiste. Ah non, c'est pas une tendance. Non, mais je rigole. Mais je veux dire, il y a des risques de cristallisation de certaines choses au niveau des représentations, au niveau des comportements et des idées, qui pourraient nous empêcher ou nous amener, parce qu'on caractérise certaines expériences de manière trop rigide, à éviter justement ou à rendre plus difficile comment dire, l'évolution sereine d'une nouvelle conception, je dirais, d'un nouveau travail politique ensemble. Parce que la question, c'est quand même de construire des majorités, parce que ce rapport compliqué, il existe dans le parti, mais il existe entre le parti et d'autres forces politiques que nous souhaitons rassembler à un moment donné pour faire des choses en commun, pour construire une majorité politique qui soit capable, qui portera des propositions telles qu'on a vu Victor, je dirais, nous les présenter sous un aspect seulement, hein, parce qu'il a bien rappelé qu'il y avait aussi tout le sens donné à la démarche. Là, il ne faut pas réduire ce qu'il a présenté à l'outil, entre guillemets, ou la technique qui est utilisée pour essayer d'avancer vers ça. Et le deuxième élément, c'est que quand même, il faut qu'on s'interroge les uns et les autres. Et là, je nous interpelle collectivement sur le fait qu'il y a 60% des Français qui ne votent plus, sur le fait qu'il n'y a plus que 25% des Français qui se reconnaissent dans toutes les forces de gauche rassemblées. Donc, si on ne s'interroge pas là-dessus, et si on ne se dit pas qu'il faut réfléchir à la manière dont on parle aux gens, aux Français, et dont on établit le rapport avec le reste de la société, on est mal quand même, les camarades, on est mal. Parce que ça veut dire qu'on fait l'impasse sur la société telle qu'elle est. Et ce qui ne veut pas dire, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux caractérisations, ce qui ne veut pas dire, je veux dire, s'intéresser par exemple à la sécurité. Est-ce que c'est de droite? Moi, je ne crois pas. Tout individu dans la société d'aujourd'hui rêve de pouvoir vivre sereinement en sécurité. Et quand moi, je suis dans ma cité, je m'excuse, je vis dans une cité populaire, je m'excuse, j'ai été confronté à des phénomènes où j'ai constaté que l'État et la police n'avaient pas assumé ses responsabilités. Et pas pour des raisons répressives, mais parce que la société a perdu ce qui était justement du rôle et du comportement de la police comme élément de prévention.
comme élément de prévention, pas comme élément de répression. Et donc, le fait qu'on ait fait disparaître les îlotiers, le fait qu'on ait fait disparaître la police de proximité, mais qu'est-ce que ça ne peut créer comme phénomène dans une période difficile où le seul moyen que trouve la jeunesse pour pouvoir s'en sortir, c'est de vendre du shit et d'occuper le bas de ma tour pendant 10 ans. C'est quand même politique, c'est pas politique. Non, mais je parle du phénomène, je ne parle pas de la caractérisation, tout ça. Ce que je veux dire, c'est plus pour faire réfléchir, quand on évoque la question de la sécurité, de quoi parle-t-on? De quelle sécurité parle-t-on? Il y a deux façons quand même, il y a une façon de gauche et une façon de droite. Il y a une façon progressiste, il y a une façon progressiste et il y a une façon ultra-réactionnaire et fasciste. Non, mais je le dis comme je le pense. Et donc, mais si on l'aborde, on n'en parle jamais, et si on ne l'aborde pas, et si on n'en parle pas, on n'aura jamais d'échange sur le contenu de la manière dont on pense la sécurité. Deuxième élément, je vais poser un autre problème. La souveraineté, hein, on en parle. Est-ce que c'est une question politique qu'il faut qu'on débatte ou pas? Il y a une remontée. Alors, c'est occupé politiquement. Évidemment, la souveraineté, c'est occupé, par exemple, par le Front National ou le Rassemblement National, qui renforce la dimension nationaliste au détriment de la dimension internationale mondialisée. Ben, il faut qu'on en parle, quoi. Pourquoi? Quand on parle de l'immigration, il y a plusieurs façons d'approcher l'immigration. Pour moi, c'est un phénomène normal et naturel, mais on voit bien que pour des millions de Français, c'est pas vécu comme tel. Et c'est pas simplement lié au discours idéologique et ultra-fasciste du Rassemblement national. C'est lié à des expériences humaines très contradictoires, historiques y compris, liées au colonialisme en particulier. Je m'excuse, hein, si on ne fait pas un peu d'histoire dans toutes ces affaires-là, on va avoir du mal à se situer, je dirais. Moi, je suis désolé, moi, mon père, il a fait pas la guerre d'Algérie, parce que son cheval s'est cabré et qu'il s'est cassé la gueule et qu'il a été réformé, il n'a pas pu y aller, mais il venait de 2 ans de guerre de Madagascar, dont on ne parle jamais, qui a été une guerre coloniale terrible. Il en est revenu malade mental parce qu'il avait vécu des choses trop horribles. Bon, voilà. Non, mais je veux dire, il faut qu'à un moment donné, on remette les pieds sur terre. Et y compris, pourquoi il y a eu un racisme exacerbé anti-arabe, anti-maghrébin? Ben, écoutez, si on occulte la guerre d'Algérie, de quoi parle-t-on? Enfin, il faut quand même qu'on revienne sur des choses comme ça. Et il faut qu'on arrête de considérer, de prendre, les gens pour des cons, c'est-à-dire des gens qui ne réfléchiraient pas, qui ne seraient que dans l'émotion, etc. Ce qu'essaye d'alimenter la télévision, ce qu'essaye d'alimenter certains partis qui ne veulent pas que les gens réfléchissent et s'occupent de leur vie et prennent leurs affaires en main. Mais voilà, enfin, excusez-moi, je suis un peu passionné, mais parce que justement, je trouve que c'est quelque chose de passionnant, pas au sens, tu vois, je m'excuse d'élever un peu le ton, ça c'est quand je suis passionné, mais c'est plus au sens de comment on est confronté à des choses trop graves pour qu'on n'y fasse pas attention. C'est-à-dire ce qu'on vit aujourd'hui, avec les risques évidemment qu'il y a derrière, hein, c'est-à-dire on parle, on dit, ouais, il y a le risque du Front National. Non mais, attendez, comment on fait pour éradiquer ce risque? Pour faire en sorte qu'il n'aboutisse pas? Ou on considère que c'est terminé, et à ce moment-là, on se dit, bon, ben, écoutez, on reste dans notre précaré, et puis hein, on fera le dos rond, et puis on laissera les choses. Ou alors on affronte réellement ce qui conduit des millions de gens à changer et à avoir ce comportement, à rechercher l'être suprême, à rechercher le sauveur, pardon, l'être suprême c'est autre chose, à chercher le sauveur suprême, à chercher une personnalité extraordinaire, parce qu'il y a quand même il y a un phénomène très contradictoire dans l'émergence de Fabien Roussel dans le paysage médiatique. C'est que, contradictoirement, à son corps défendant, et ce n'est pas le choix du Parti communiste de le faire, il alimente évidemment la même chose qu'a alimenté Mélenchon pendant toute sa pratique. Je m'excuse, mais il faut qu'on parle franchement entre nous. Non mais, voilà, je ne suis pas en train de faire un meeting ici, hein, je suis en train d'essayer de confronter mon point de vue avec ceux des autres. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça… Le problème, c'est que ce n'est pas à son corps défendant.
Non, le problème, c'est que c'est partagé par... C'est volontairement. Mais le problème, c'est que c'est pas... Oui, mais c'est partagé par 90% des communistes aujourd'hui. Eh bien oui, mais tu peux le prendre comme tu voudras. Si tu es un démocrate, il faut en tenir compte, mon camarade. Et ça ne veut pas dire pour autant... Eh ben, ça représente... C'est 80%. Oui, oui, oui. 80%, mais ça représente... Oui, oui, mais ça représente des gens qui se sont organisés collectivement pour essayer de produire du commun une politique commune. Mais non, mais ça fait 30 000 à 40 000 personnes. Voilà, j'ai ma réponse. Ah, mais pardon, excuse-moi, Mais voilà, faut être c'était précis ma des fois. réponse. Non, non, mais tu as raison, Christine. Mais voilà, je veux dire, on est dans une situation qui est comme ça, ce qui ne veut pas dire que le débat ne se poursuit pas, y compris avec des camarades et qui n'ont pas tout à fait le même vécu. Mais on en fait, faut pas en faire. C'est comme le débat qu'on a avec les camarades et les amis de la France Insoumise. Il ne faut pas en faire un élément de fracture. Ben, on passe tous nos travaux, ils sont faits pour ça aussi. Enfin, moi c'est en tout cas ma philosophie, c'est de créer les conditions pour qu'on se rencontre et qu'on parle de tout ça. Parce que, et pas forcément pour que, comment dire, on dise, ah mais je me suis trompé, mais pas du tout. C'est que certainement que dans vos convictions et dans la manière dont vous vous positionnez, dont on se positionne chacun d'entre nous, on a des expériences très diverses, très différentes, très riches, et on a des raisons pour lesquelles qui nous ont amenés à construire notre pensée et à nous positionner de la manière dont on se positionne. C'est totalement respectable. Mais il faut bien, pour qu'on arrive à faire société ensemble et puis à construire une ligne politique rassembleuse et qui converge, il faut qu'on débatte. Faut Mais pas qu'on Roussel pas qu'on se- Roussel est plus fédérateur que Mélenchon, quand même, dans sa personnalité. Me semble-t-il, oui, me semble-t il, c'est en ce sens-là que je le trouve intéressant et je le trouve beaucoup plus populaire que Mélenchon. Les électeurs disent pas la même chose. Non. Non, mais ça, c'est un autre problème. Non, mais ça, c'est le problème du pouvoir. Attends, Fabien, Sur la attention. personnalité, pas sur les idées, Non, Ouais, non, c'est sur la pas. personnalité. Là, on n'est pas dans le. ça, c'est autre chose. On n'est pas, excusez-moi, on n'est pas dans le problème du pouvoir, on est dans le problème là dont on parle, crise politique, Oui. crise de la démocratie, Tout à fait. abstention. Oui, mais quand il dit, attends, quand il dit électoralement, Roussel n'a été moins apprécié, si tu veux, à la présidentielle. D'abord, pour donner quand même quelques éléments de réflexion communs. Roussel était inconnu sur le paysage politique parce que le Parti communiste avait décidé depuis 10 ans de s'effacer de la scène politique et de privilégier un candidat qui apparaissait comme plus rassembleur, à savoir Mélenchon. Enfin, je m'excuse. C'est lorsqu'on découvre, je dis collectivement, qu'on découvre avec la bataille contre le traité constitutionnel européen que Mélenchon prend la décision politique de quitter son propre parti pour rejoindre ce combat. Il fait un acte politique important. Deuxièmement, il ne le fait pas sans garantie du Parti communiste de lui offrir la possibilité de continuer sa vie politique. Parce qu'il était, rappelez-vous, enfin quand même, il était sénateur socialiste, et il avait une assise, une histoire, c'était une tendance importante du Parti socialiste. Donc, il est clair que lorsqu'on a décidé de créer le Front de gauche ensemble, évidemment, Mélenchon n'a jamais caché, et moi, vous savez, quand je fais de la politique, moi, je discute sur les idées et je sais à quoi j'ai affaire. Mélenchon n'a jamais caché sa volonté de créer un parti nouveau en France du type Linkpartei en Allemagne. Il n'a jamais caché cette décision-là. Et on était aussi dans une démarche où c'était pas à l'époque les mêmes dirigeants communistes, c'était Robert Hue. Lui n'avait jamais caché sa volonté, plus ou moins évidente, de revenir au parti unique qui ne serait peut-être pas parlé, mais là, de rejoindre le Parti socialiste. Écoutez, il faut regarder un petit peu les événements et tout ça parce que, et c'est normal, le peuple français a besoin, et le peuple de gauche en particulier, a besoin de se retrouver dans des démarches unitaires. Et ça, c'est fondamental. Et c'est incontournable. Après, la question dont ça se construit, la manière dont ça se construit, la manière que les forces politiques qui se rassemblent établissent des rapports entre eux, si on continue à penser la politique, non pas sur un pied d'égalité, mais toujours en termes de rapport de force, y compris dans les forces qui travaillent ensemble,
Et en disant, ah, mais comme le CNPS qui a toujours fonctionné comme ça, qui nous a toujours marché sur la gueule, en nous disant, regardez les urnes, vous voyez bien, en termes de pourcentage, on est plus fort que vous, donc on a droit à plus de députés, on a droit à machin. C'était la calculette en permanence. Et ça conduit à quoi, ça? Et pourquoi vous voulez qu'on reproduise ça aujourd'hui? Et il n'y a aucune légitimité, Mélenchon, de vouloir continuer ces pratiques-là. Mais c'est son histoire. C'est parce qu'il a été biberonné, si tu veux, dans le Parti socialiste tel qu'il a été produit, et que malheureusement, il a tendance à reproduire des choses comme ça. Et puis il a comme image d'épinal Mitterrand, comme modèle. Enfin, mais qu'on soit clair, je veux dire, Mitterrand, il a une grande qualité, même si ça n'a pas été génial, c'est qu'il il a construit, il a réunifié tous les courants socialistes, bon, etc., etc. Je m'arrête. Oui, Marcel. Un peu agaçant dans un Où c'est que tu es? espace qui s'appelle espace. Nous permettre C'est l'heure d'aller manger. D'accord, d'accord. Oui, bonjour. Où c'est qu'ils sont là? Où c'est que vous êtes?